Bonjour, bienvenue à suivre ce deuxième numéro de l'an 2024 de votre émission sur la chaise. Corneille Nangaa s'est allié avec le M23 pour créer une plateforme politique. C'était à quelques jours de la présidentielle en République démocratique du Congo. Son mouvement s'appelle Alliance Fleuve Congo. Il a créé ça depuis Nairobi. Pour parler de cette question, nous recevons sur le plateau de votre émission sur la chaise Placide Nzilamba, qui est coordonnateur national adjoint de la société civile de la République démocratique du Congo, mais aussi secrétaire exécutif de la société civile au Nord Kivu et chargé de plaidoyer des SIDOP. Placide Nzilamba, bonjour et bienvenue sur la chaise. Merci, monsieur le journaliste. Moi aussi, c'est un plaisir d'être accueilli dans ce studio juste après les festivités de bonne année. Merci. Pourquoi je vous souhaite aussi la bonne année. Et meilleurs vœux à vous. Merci pareillement. Et Placide Nzilamba, vous avez appris et vous avez suivi Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale en République démocratique du Congo, subitement qui se retrouve du côté de la rébellion du M23. Il dit vouloir changer les choses en République démocratique du Congo. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Pour nous, c'était une nouvelle de tristesse et de désolation de comprendre qu'il y a des Congolais qui pensent encore que pour revendiquer une chose, il faut nécessairement s'allier à des groupes criminels et envie de faire valoir leurs desiderata. Nous pensons que nous devons quand même quitter cette culture, d'autant plus que les guerres n'ont rien payé, n'ont rien amené de développement. Peut-être ces guerres même nous ont appauvris davantage. Aujourd'hui, si nous avons des milliers de personnes dans des camps déplacés, c'est dû à cet esprit, un esprit de bien vouloir compter sur soi-même et ne fût-ce que vouloir écraser tout le monde pour qu'on gagne seul. Ça, c'est un esprit antidémocratique et nous pensons que l'État et tous les services devaient déjà se mobiliser pour les rechercher et pour les ramener vivants afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et si vous l'avez bien suivi, Corneille Nangaa qui dit qu'il y a des politiciens, il y a des regroupements politiques qui sont derrière ce mouvement Alliance Fleuve Congo. Est-ce que vous l'avez cru sur parole? Effectivement, il ne doit pas être seul. Parce que même pour se mouvoir et arriver à Nairobi jusqu'à être à Rutshuru aujourd'hui, ce n'est pas par ses propres efforts, je doute. Il doit avoir connu des actes ou des appuis des gens qui sont toujours soit ici au pays et d'autres à l'extérieur du pays. Parce qu'il a traversé des pays, imaginez-vous. Il a tenu même cette conférence de presse de lancement de son mouvement à Nairobi. Alors que les autorités kenyanes savaient qu'il était au Kenya, il n'est pas entré par fraude. Et étant au Kenya, le Kenya sait très bien que parmi les textes qui régissent la CIRGL et même l'EAC, un pays ne devait pas servir de base arrière pour déstabiliser un autre. Alors pour nous, c'est dire, c'est déjà une contribution énorme que le Kenya lui a donnée, l'Ouganda par lequel il est passé. Quelqu'un qui a déjà lancé une rébellion contre un pays jugé ami, comment le laisser passer, circuler librement et arriver jusqu'à Rutshuru. Donc ça montre qu'il a eu des concours indéniables de certains pays, des États d'ailleurs, et même de certains individus qui pourraient être toujours avec lui dans ces manœuvres criminelles. Mais nous pensons que le peuple congolais a commencé à grandir petit à petit. Et je doute qu'il aura beaucoup de gens autour de lui. Et le peu qu'il aura vont le fuir dans peu de temps. Oui, à un certain moment, lorsque la rébellion du 23 prenait Bunagana, vous, de la société civile, vous avez alerté sur la présence d'un ancien officier de FARDC à la personne de John Numbi. Est-ce que vous confirmez toujours votre alerte aujourd'hui? Donc, effectivement, petit à petit, l'alerte va se confirmant. Parce que je doute que Corneille Nangaa serait loin de John Numbi. Et John Numbi sillonne toujours ces zones-là.
Comme les autres criminels, vous savez que tous les criminels qui font des gaffes ici au Congo n'ont d'asile que dans les pays limitrophes ici, soit c'est au Rwanda, soit c'est en Ouganda. Et maintenant le Kenya aussi s'est révélé comme un pays d'accueil de tous les criminels. Donc voilà que c'est cette zone-là. Mais nous avons laissé cette question de John Numbi à la disposition des services de renseignement. Parce qu'il y a maintenant des services de renseignement au niveau international qui devraient quand même s'en occuper parce qu'il est recherché pour une cause noble, avoir participé à l'assassinat d'un grand défenseur des droits de l'homme ici au pays. Et maintenant, l'annonce des menaces contre la République devait s'ajouter sur ces infractions. Et nous pensons que lui et tous les autres officiers qui ont fui le pays et tous les autres acteurs politiques, on a vu même un journaliste qui est déjà là avec Corneille Nangaa. Donc il y a des gens qui seraient toujours dans le sillage de Corneille Nangaa et qui tentent une aventure, mais une aventure que je juge d'ambiguë, qui ne pourra pas aboutir au XXIe siècle. Les rébellions ne pourront plus faire valoir les arguments qui pouvaient être discutés en face. Au lieu d'aller mener une rébellion, il serait important de vouloir amener ces désidérata auprès des décideurs et de mobiliser toute une masse populaire pacifique autour de ces revendications. Oui, comme on parle du ralliement de Corneille Nangaa à la rébellion du M23, on parle également de la gestion de cette guerre du M23. Vous avez suivi le président Félix Tshisekedi à la veille des élections. C'était peut-être son dernier meeting de campagne où il a parlé la moindre escarmouche. Je vais frapper donc Kigali. Comment vous avez jugé ces discours? Est-ce que ce n'est pas incendiaire? Bon, en fait, c'est un discours aussi adapté à la cruauté que Kigali, avec ses alliés, sont en train d'opérer ici. Ce n'est pas un discours, moi je ne suis pas incendiaire, mais c'est plus une attention, c'est attirer aussi l'attention envers ceux qui se disent gérer cette crise, à bien vouloir y concentrer leurs énergies efficacement parce que ça risque de dégénérer. Et si ça va dégénérer, c'est toute la région qui sera embrasée. Et ça sera de la faute de qui? De la faute de ceux-là qui ont vu le feu être allumé et n'ont pas tout fait pour l'éteindre. Dans la dynamique de cette guerre, il faut y revenir, Philippe. Quand cette guerre est en train d'évoluer, on voit des choses qui commencent à se métamorphoser. Vous voyez, le M23 est en train de quitter un nom vers un autre, est en train de changer de leader même. Parce que quand le M23 dit qu'il se rallie à l'Alliance, parce que si on voit bien Bertrand Bisimou n'est plus à la première ligne, c'est Corneille Nangaa qui prend les devants des scènes. Effectivement, quand on rentre dans les vraies analyses, on comprend que les patrons, les concepteurs moraux du M23 veulent changer le nom et les animateurs, d'autant plus que le nom est très mal réputé. En tout cas, plusieurs lobbying et plaidoyers maintenant à travers le monde ont fini le succès de ces noms-là. Et même le succès de certains leaders de ces mouvements, notamment les Bertrand Bisimou et les autres, qui courent déjà des sanctions. Alors pour essayer de vouloir encore ressusciter des cendres, on essaie de créer un autre mouvement qui vient sous forme d'un nouveau, alors qu'il vient maintenant changer les noms et la structuration interne de celui qui existait, le M23, qu'on associe à l'RDF. Donc, c'est cette dimension-là qu'il faut pouvoir scruter et voir comment le chef de l'État est parvenu à prononcer tel discours. Oui, c'était dans un contexte de campagne, on cherche l'électorat à tout prix. On devait quand même se servir des tons pour démontrer à la population qu'on est déterminé, mais aussi, une autre lecture, c'est de dire, c'est un appel vers ceux-là qui gèrent cette crise, qui devaient comprendre que la crise est en train de se métamorphoser avec les acteurs en place, parce que aussi le Congo ne se laissera pas abattre comme un animal d'abattoir. Donc le Congo aussi développe des astuces pour contrer. Dans le développement des astuces de part et d'autre, il peut surgir d'une crise que cette région n'aura jamais connue. Merci. On a lancé une opération entre l'opération Springbok. Vous avez suivi avec nous. Springbok, il y a déjà quelques éléments de casque bleu qui sont vers Massissi. Est-ce qu'il y a eu des résultats jusque-là avec cette opération? On nous dit que l'opération Springbok
c'est pour protéger Saké et Goma. Ce n'est fait que ça. Ah, donc jusque-là, le résultat est positif. Non, Si les on parle de Saké les FARDC même protégeaient toujours Saké. Le M23 n'a jamais piétiné à Saké, le M23 n'a jamais piétiné à Goma, depuis sa nouvelle résurgence. Donc, on ne saura pas même apprécier. Peut-être c'est ceux-là qui sont aidés, qui peuvent savoir comment apprécier cet appui-là. Mais à notre niveau, nous, on pensait que ce sont des acteurs qu'il ne faudrait plus associer dans beaucoup de choses. Parce que le fait de rester ici pendant 22 ans, ils ont connu bien les rouages et ils peuvent nous tourner les dos à tout moment. Les dos à tout moment, quand la situation deviendra difficile, comme ils l'ont fait dans les jours passés à Rutshuru. Ils nous avaient laissé au froid, ils sont venus ici à Goma, disant que le M23 était bien équipé. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu de nouveau, rien de nouveau chez eux en termes d'équipement qui pouvait justifier leur ancienne position. Donc moi, je crois que c'est une aventure que les gens ne veulent pas quitter une mission parce qu'on a des dividendes par-ci, par-là. Mais c'est une aventure où, bon, ce sont les Congolais qui se laissent tromper. Mais nous, à notre niveau, nous avons déjà demandé clairement au gouvernement congolais de vouloir résilier ces contrats-là aussi avec les Nations Unies et leur demander de quitter le pays. Mais pour eux, on dit qu'ils doivent quitter responsablement, alors que l'EAC s'est retiré sans beaucoup de Oui, risques. également, on parle de cette question des contingents de l'EAC qui se sont retirés parce qu'accusés d'être en connivence avec la rébellion du M23, la SADC qui commence déjà à déployer ce militaire. Oui, oui. Effectivement, bon, ça ce sont les... Est-ce qu'on peut faire foi à la SADC? Nous ne ferons pas foi tant que nous n'avons pas encore vu le travail réalisé. Ici, nous sommes devenus réalistes. Nous ne sommes plus pessimistes ou optimistes. Nous sommes réalistes. C'est de voir ce que vous faites sur le terrain et là, nous marchons avec vous. Si ça barde, nous nous retirons de vos histoires. Et c'est comme ça que nous allons évoluer avec tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de demander au gouvernement congolais de mettre fin avec l'histoire de la MONUSCO, mais aussi avec ces SADC-là qu'on est allé appeler. Nous n'avons pas été consultés, ça sont les décisions du chef de l'État avec son cercle. Mais bon, on va les évaluer sur le terrain à partir du travail qu'ils seront en train de faire. S'ils ne vont pas satisfaire aussi à nos desiderata, vite, ils doivent partir. Et nous pensons que le président de la République devait privilégier plus les accords bilatéraux, les accords militaires bilatéraux avec des États qui paraissent sérieux avec le Congo, pas des États des hypocrites. Est-ce que le cas avec le Burundi, par exemple? Bon, oui, le Burundi paraît quand même un acteur sérieux parce que lui-même, il est toujours en tension permanente avec le Rwanda. Donc nous avons le même ennemi. Et vous savez que l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ennemi aussi. Donc nous pensons que celui-là peut être parmi les acteurs sur qui on peut recourir. Il y a d'autres acteurs peut-être que le chef de l'État lui-même maîtrise, que nous ne maîtrisons pas. Mais nous pensons que les accords bilatéraux avec les États paraissent plus efficaces que d'aller dans les accords régionaux et internationaux. Merci. Oui. Placine Dilamba, vous êtes cadre de la société civile en République démocratique du Congo. Dites-nous, une guerre qui a un peu trop duré, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que jusque-là on doit faire, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces cycles de violence que dire la population de Rutshuru, Masisi et une partie du territoire de Nyiragongo? Donc il faut dire tout simplement que devant cette guerre, nous devons quand même avoir une lecture très, très approfondie. Parce que cette guerre, bon, comme toute guerre, on connaît quand elle commence, mais on ne saura pas quand elle va finir. Mais il y a une dose d'analyse qu'il faut mettre en place pour bien scruter ses causes profondes et bien réfléchir sur les solutions à prendre. Bien que le gouvernement tente certaines solutions aujourd'hui, mais que nous saluons aussi, il y a quand même des solutions qui paraissent au moins crédibles aujourd'hui et qui pourraient nous aider peut-être à atteindre l'objectif à atteindre. Mais à notre niveau, c'est dire, elle a trop duré, comme vous l'avez dit, avec un nombre élevé de déplacés, ici un nombre élevé de morts et de disparus, des orphelins, avec
une situation qui les abandonne devant les intempéries de chaque jour, vous comprenez, pendant cette saison sèche, saison pluvieuse qui est en train de s'écouler, comment ils ont vécu dans des camps déplacés, c'est une vie de misère. Donc quand ils arrivaient, on notait les statistiques de 7 morts par jour dans les camps de Kanyaruchinya. Ce qui est déplorable. C'est ce qui est déplorable. Alors, comment un humain peut condamner ses propres contemporains dans une situation pareille et se sentir à l'aise? C'est là où nous comprenons que vraiment il y a un niveau élevé de la cruauté qui motive ces gens qui conçoivent cette guerre contre le Congo et qui savent où ils veulent aller avec cette guerre. Parce qu'en voulant que les personnes finissent comme des mouches comme ça, c'est que vous les récupérez chez eux. Donc nous sommes en face d'une guerre qui cherche, devant une guerre pilotée par des gens qui cherchent des espaces, non seulement des espaces pour cultiver ou paître les troupeaux, mais des espaces aussi pour occuper, pour avoir une hégémonie économique, des espaces où il faut exploiter les ressources naturelles. Vous avez vu comment on a fait avec le parc national de Virunga aujourd'hui. Si vous arrivez de Kaunga jusqu'à vers Katanda, tout est déjà dévasté, il n'y a plus de parc national. Ce sont des champs appuyés par qui? Par même les forces régionales de l'EAC, qui amenaient même des véhicules pour transporter quoi? Les bois, les planches, et même les makala, qui traversaient par la douane de Bunagana. Donc, alors, pensez-vous que ces gens pilotent cette guerre pour quoi? C'est pour s'enrichir, pour avoir des espaces qu'ils contrôlent, et des espaces qui ont des terres arables et des fourrages pour paître les troupeaux, mais aussi des ressources naturelles. Mais aussi, ils pilotent cette guerre, c'est pour aussi l'identité. Oui, il y a des gens qui cherchent à devenir des Congolais, coûte que coûte, le vouloir ou pas. S'ils ne l'ont pas obtenu par l'appartenance aux institutions, ils veulent le trouver par les armes. Et l'argument, comme je viens de le dire, que ceux qui pilotent cette guerre utilisent aujourd'hui et qu'ils ont bien forgé, sont les armes. Et ici, pour y arriver, nous devons aussi les pointer dans ce même argument avec des armes plus sophistiquées. C'est là où il faut aller avec eux. Il ne faut pas les dorloter. Quelqu'un qui a fait déjà un argument avec une arme, il faut le poursuivre avec une autre arme plus puissante. Parce que sur le plan diplomatique... Donc pour vous, il faut lever les cessez-le-feu, toutefois présenté par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces cessez-le-feu n'ont plus raison d'être. Vous êtes agressé chez vous et puis vous dites cessez-le-feu. L'ennemi est déjà dans votre maison, vous dites cessez-le-feu. Mais vous n'irez pas à la toilette parce qu'il est déjà au salon. Donc vous allez créer une autre porte sur la maison. C'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est qu'on constate, les autorités décident qu'il y a une société de transport provinciale qui va chaque fois amener les gens de Goma pour aller par le Rwanda et l'Ouganda pour les amener à Butembo. Donc l'ennemi occupe les salons, vous créez une autre porte. Donc vous n'avez pas le temps de libérer votre maison. Non, ça peut étonner n'importe qui. On doit se battre pour sa maison, pour le contrôle total de sa maison. Moi, je crois que c'est ça ce qu'il faut faire. L'argument militaire doit être bien développé et adapté à la nuisance de l'ennemi. Et nous pensons que c'est là. Et si le Rwanda est bâti militairement sur terrain, je vous dis, il n'osera plus commencer cette guerre. Merci. Ma dernière question dans cette émission, Placide Nzilamba, l'apport de jeunes combattants du Wazalendo dans cette guerre de la rébellion du M23, mais aussi la gestion de ces jeunes après-guerre. Donc nous pensons que, d'ailleurs la société civile a été claire sur cette question, il y a la nécessité d'abord d'organiser une coordination, il y a une nécessité de les identifier, il y a une nécessité aussi de les capaciter idéologiquement et techniquement pour qu'ils soient utiles pendant cette guerre. Ce sont des ressources que nous avons, ce sont des volontaires qui quittent leur maison. Ils disent, nous allons combattre parce qu'on trouve des défenses. Et c'est bien inscrit dans la Constitution congolaise, à son article 63, si je ne m'abuse. Donc, ils répondent à l'appel de leur propre Constitution. Alors, la responsabilité de l'État à ce niveau-là serait de faire quoi? De les identifier, d'instaurer une coordination, de renforcer leurs capacités idéologiques et techniques, et puis les utiliser maintenant comme des ressources pour essayer d'atténuer les avancées de l'ennemi. Vous avez vu combien ils ont fourni assez d'efforts dans pas mal de circonstances pour déjouer le calcul de l'ennemi. Vous voyez comment l'ennemi avançait rapidement pendant un temps.
Donc, je crois qu'avec le vantardisme de l'ennemi qui disait que pour être même à Kisangani dans 3 jours, il comprend que maintenant la donne sur le terrain a changé. Donc ça aussi, il ne faut pas voir seulement les échecs et les faiblesses qui sont sur le terrain. Ils ont un apport qu'ils ont amené et qui est un apport considérable. Le chef de l'État lui-même en a pris conscience et il en a parlé publiquement devant les médias du monde. Donc à notre niveau, c'est cet aspect-là qui manque d'encadrement, de coordination et même l'aspect d'identification. Il faut savoir qui est qui dedans. Parce que l'ennemi aussi peut utiliser certains dedans. Il faut savoir qui est qui. Il est fils de qui, il vient d'où. Quelle est sa motivation pour participer à cette guerre. Tout ça, il faut le savoir. Et puis nous aurons quand même un corps de VDP qui est un peu détaché de beaucoup de problèmes. Parce que quand on vit avec aussi ces problèmes. Hein. Et tout ça, l'État doit être capable de le gérer et nous rassurer que ces gens-là apportent un appui, mais un appui qui est propre. Merci Placide Nzilamba devant notre caméra pour un message. Corneille Nangaa qui a fait un appel à tous les Congolais de se joindre à son mouvement pour, n'est-ce pas, apporter un changement en République démocratique du Congo. Vous de la société civile, quel est le message que vous lancez à toute cette population? Donc, c'est demander à cette population de ne pas suivre cet appel criminel et cruel. Parce que la population est fatiguée de guerre et elle ne peut plus prendre l'aventure de soutenir une guerre inutile, injuste d'ailleurs et injustifiée à cause des intérêts de certains individus. Nous appelons nos jeunes à refuser de répondre à cet appel, à rester calmes et s'ils veulent aider leur pays, qu'ils s'enrôlent dans l'armée et qu'ils suivent le cursus normal de formation pour venir combattre aux côtés des autres patriotes et de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'avons qu'un seul pays à défendre, nous n'avons pas un pays à détruire. Et nous pensons que toute la jeunesse et toute notre population fera tout le mieux pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et tous ceux-là qui viennent en appui à ces forces-là. C'est ça ce qui nous importe aujourd'hui. Mais les histoires d'appeler les gens à aller dans une rébellion, c'est fini, c'est fatigant. Et d'ailleurs, on ne peut pas aller soutenir des gens qui ont tué nos propres frères. C'est de dire, et c'est une injure à l'État, c'est une haute trahison. Nous appelons notre population à résister, à refuser devant toutes ces velléités des adversaires de la République démocratique du Congo et d'isoler Nanga dans ses aventures, seul dans son Rutshuru, dans la brousse. Il a choisi d'aller vivre avec les animaux, laissez-le dans son aventure et continuons avec la lutte pour libérer notre pays. Le plaisir était pour nous de vous recevoir, Placide Nzilamba. Merci de passer dans notre émission Sur la chaise. C'est à moi de vous remercier et vous souhaiter encore une fois la bonne année. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. Merci de vous abonner, merci de partager nos vidéos. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.